Bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vais prendre la parole dans des circonstances un peu difficiles pendant cette pandémie du Covid-19. Et donc, je vais vous présenter l'hygiène en kinésithérapie, mais je pense qu'il peut s'appliquer à beaucoup d'autres choses. Alors, l'objectif de ce cours, c'est de comprendre les mécanismes de transmission des micro-organismes et des infections liées aux soins. C'est de sensibiliser les étudiants qui masseurs kinésithérapeutes au risque de transmission des micro-organismes quand ils vont aller en stage ou même dans d'autres activités, et connaître le coronavirus Covid-19, bien sûr dans l'état actuel des connaissances qui peuvent être mises à jour presque quotidiennement, et connaître les moyens de lutte contre les infections liées aux soins, connaître la protection des patients et des professionnels de santé, en particulier vers le Covid-19. Eh bien, écoutez, on va parler déjà de l'infection d'un patient et de la chaîne épidémiologique. Donc, un patient va arriver dans une structure de soins, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à domicile, quand il est pris en charge à domicile. Et ce patient, il arrive avec son terrain, un état immunitaire, des défenses plus ou moins bonnes, un état physiologique, une personne âgée, un nourrisson, un adulte, et son état nutritionnel. Et bien sûr, ce patient, il a déjà sa propre flore endogène, qui est très nombreuse, puisqu'on porte des micro-organismes, bactéries sur les mains, sur la peau, au niveau du tube digestif, et j'en passe. Et ce patient va être soumis à l'environnement de soins, alors, dans lequel on va bien sûr trouver des bactéries, des virus ou des champignons qui vont se trouver dans différents endroits, sur le matériel, au niveau du personnel, dans l'air. Et il va être également, bien sûr, confronté à son traitement avec parfois des investigations qui peuvent être délétères, des antibiotiques, des immunodépresseurs. Donc, ce patient, soit son terrain l'emporte et il ne se passe rien, soit l'environnement et le traitement prennent le pas, et ainsi il peut déjà être colonisé par des micro-organismes et ensuite déclarer une infection. Alors, comment va se passer la chaîne de contamination? Eh bien, on va partir d'une source de contamination qui est qui part d'un agent infectieux qui va être la cause donc de l'origine de la transmission. Ça peut être des bactéries, des virus, des champignons, des parasites également. Cet agent causal infectieux va se trouver dans un réservoir. Le réservoir peut être un individu ou l'environnement, va quitter le réservoir pour être transmis, on va voir après, à un autre réceptif. Cet autre réceptif, eh bien, il va falloir qu'il y ait une porte d'entrée. On verra aussi une dose minimale infectante. Et bien sûr, tout va dépendre de la réceptivité du sujet, de son état immunitaire et de ses facteurs de risque pour ensuite déclarer ou non une infection. Et à son tour, cet autre réceptif deviendra un agent causal infectieux par les micro-organismes qui auront causé son infection. Le Covid-19 va être pris, donc le coronavirus va être pris comme exemple, parce qu'on n'a pas le temps de faire d'écologie microbienne, et bien sûr avec les connaissances à ce jour. Donc c'est un virus ARN avec une capsule protéique et surtout un tropisme respiratoire. Ces réservoirs sont déjà l'homme. Alors, homme malade, c'est celui que l'on connaît. Il peut être malade mais asymptomatique, donc colonisé, ou porteur sain, c'est-à-dire qu'il va porter le micro-organisme à un endroit dans lequel il n'est pas habituel et où il n'est pas pathogène à cet endroit-là. Donc le problème, c'est que, vous avez tous compris, le statut infectieux n'est pas toujours connu, et donc c'est pernicieux. Le virus chez l'homme peut se trouver au niveau du nez, de la gorge, des poumons,
après des mains, des cheveux et de l'environnement des patients. On sait actuellement qu'il y a une survie sur les surfaces vivantes comme les mains, mais aussi sur les surfaces inertes, les vêtements, le linge, et on verra un peu plus à fond tout à l'heure des précisions. Alors, on va parler maintenant de la transmission. Donc on a parlé du réservoir, on va parler de la transmission. La transmission, donc, pour croiser, va être interhumaine, surtout pour le Covid-19. Et cette transmission croisée, eh bien, elle peut être directe ou indirecte. On a donc un sujet contact et un autre réceptif. Quand il s'agit d'une transmission croisée, ça peut se faire directement par un contact direct, des embrassades, se serrer la main, ou bien par des projections de particules qui vont arriver directement à la personne. En l'occurrence, pour le Covid-19, c'est des gouttelettes, donc à moins d'1 mètre, ça peut provoquer une pathologie par voie directe. La deuxième voie de transmission, c'est la transmission croisée indirecte. On part d'un sujet contact. Ce sujet contact va déposer des micro-organismes dans son entourage, par exemple par l'intermédiaire de ses mains. Il va toucher des surfaces, donc on va avoir des surfaces contaminées. Ça peut être dans l'air, ça peut être sur les tenues du personnel, sur le matériel utilisé, pourquoi pas dans l'eau, dans les produits utilisés, ou sur le sol, ou dans la poussière qui va être dans l'environnement du patient. Donc la mode de transmission croisée, on peut l'avoir par contact direct ou indirect, comme je viens de t'expliquer, les mains jouant un grand rôle, et ça s'appelle une transmission manuportée. Ça peut se transmettre par gouttelette, qui va être émise en respirant, en toussant, en parlant, et ces gouttelettes vont être chargées de la flore des voies aérodigestifs supérieures. Alors, on peut trouver ça dans la grippe, l'angine, le VRS, et en l'occurrence avec le Covid-19, par l'air. Alors l'air, c'est des petites particules beaucoup plus petites, inférieures à 5 micromètres, qu'on appelle les droplets nucléi, et par exemple dans la tuberculose, la varicelle, la rougeole, et à l'heure actuelle, on parle possible pour le Covid-19. Alors, par des vecteurs communs ou par les produits biologiques d'origine humaine. Alors, pour ce qui est du Covid-19, la transmission donc est interhumaine, directe, par un contact avec la main, la bouche essentiellement, par les gouttelettes, par la parole, le tout, l'expectoration. Donc c'est pour ça que ces gouttelettes qui vont tomber, comme elles sont assez grosses, elles vont tomber dès qu'elles vont être émises et vont se retrouver dans l'environnement. Et c'est pourquoi on parle d'une distance de 1 mètre pour essayer de ne pas être contaminé. La transmission peut être aussi indirecte, donc vous l'avez compris, par les mains qui vont déposer sur l'environnement et surfaces. Donc on sait actuellement que ce Covid-19 survit sur des surfaces inertes, par exemple 4 heures sur le cuivre, 24 heures sur des cartons, 2 à 3 jours sur du plastique et de l'acier. Donc attention aux cloches de porte, attention à tout ce que l'on va ouvrir comme produit que l'on va aller acheter. Il faudra les laisser un petit peu, soit les décartonner, soit les laisser en attente. Et puis, dans l'air, on parle d'une virulence de 3 heures, donc attention à tout ce qui est aérosolisé. Alors, ensuite, après cette mode de transmission directe ou indirecte, eh bien, on en arrive à l'hôte réceptif. La voie d'entrée peut être en général aérienne ou rhinopharyngée, orophécale, sanguine, cutanée ou sexuelle. En l'occurrence, vous avez compris, pour le Covid-19, c'est surtout aérienne ou rhinopharyngée, pour l'instant. La dose minimale infectante, il faut savoir que pour être contaminé, il faut, sans pouvoir développer sans pouvoir mettre en route les défenses immunitaires, il faut une quantité de virus de l'ordre de 10 à 100. Donc ça va très vite parce que dans une gouttelette, il y en a largement plus de 10. Par contre, pour les bactéries, il faut au moins 1 million de bactéries projetées ou touchées d'un coup pour que l'infection se déclare tout de suite. Donc on a le temps de mettre en route les défenses immunitaires.
La dose minimale infectante, elle est variable selon la voie d'entrée. On imagine bien que si on passe par une voie d'entrée sanguine, ça va plus vite que par une voie cutanée. Alors, l'état de réceptivité de l'hôte va être très importante parce qu'il va en principe mettre en route ses défenses immunitaires, sauf s'il n'en a pas. Alors la première défense immunitaire, c'est la défense immunitaire naturelle ou non spécifique, immédiate d'abord, avec les différentes barrières, comme le tractus des cils vibratiles au niveau pulmonaire, comme le tractus urinaire, comme l'acidité de l'estomac qui vont détruire les micro-organismes. Et puis, la deuxième immunité, c'est la réaction inflammatoire qui se met en route assez rapidement. L'autre immunité, c'est l'immunité acquise ou spécifique, qui est plus tardive, donc humorale par les anticorps, ou cellulaire par les lymphocytes T, ou materno-fétale. Alors, il y a des moyens qui renforcent l'immunité, c'est la vaccination, la sérothérapie quand il y a possibilité, et puis les maladies antérieures qui développent une immunité. Alors bien sûr, le patient, son état de réceptivité va parfois être diminué parce qu'il est âgé, donc les défenses sont émoussées, et qu'il a des polypathologies, ou qu'il y a des agressions par exemple des investigations, une intubation qui va ramener par exemple les micro-organismes qui sont dans la gorge, dans le poumon, une antibiothérapie antérieure, ou l'écosystème hospitalier qui malheureusement est très riche en micro-organismes. Alors, en ce qui concerne le Covid-19, c'est une maladie infectieuse et inflammatoire. Les manifestations cliniques, alors on sait donc qu'elle est parfois asymptomatique, sinon ça débute souvent par une fièvre, une toux sèche, de la fatigue, des myalgies, ça peut aller jusqu'à la perte de goût et de l'odorat, et puis progressivement des difficultés respiratoires, une dyspnée, et ensuite on va aller vers la pneumopathie et malheureusement parfois le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Alors on y trouve de temps en temps d'autres signes comme des signes digestifs, des diarrhées, des vertiges, des céphalées, et chez la personne âgée on remarque un état confusionnel. L'incubation elle est de 10 à 15 jours et la contagiosité de 5 à 20 jours avant et après les signes cliniques. Alors avant on disait qu'elle était de 14 jours, maintenant on augmente le délai, donc ça débute souvent 5 jours avant les signes cliniques et ça peut continuer même après l'arrêt des signes cliniques. Donc maintenant nous allons parler de l'hygiène, de la prévention et de la protection, donc qui est extrêmement importante à l'heure actuelle. On va rappeler l'hygiène de base des professionnels. Qu'est-ce que c'est que l'hygiène de base? C'est l'hygiène corporelle personnelle qui doit être correcte, avec une hygiène bucco-dentaire essentielle, puisque le micro-organisme, et en particulier le Covid-19, va pouvoir se trouver au niveau bucco-dentaire. La douche à la fin du service, si c'est possible, elle est bien recommandée, et toujours avoir des cheveux propres et attachés. Porter une tenue professionnelle, bon ça en principe c'est casaque et pantalon, casaque à manches courtes, qui doit être propre, changé en principe tous les jours, surtout dans les services hospitaliers. Et puis on va parler après de l'hygiène des mains qui est essentielle. Hygiène de base des patients, générale et bucco-dentaire qui doivent être correctes, et aussi inciter à l'hygiène des mains régulière. Donc on va parler du point essentiel qui peut être essentiel dans la population actuellement et bien sûr en milieu de soins. Cette hygiène des mains, c'est une obligation légale. L'hygiène fait partie des précautions standards qui sont fixées depuis 1998 et la friction hydroalcoolique a été mise en avant dès décembre 2001 et de pratique courante actuellement. Elle s'applique à tout le personnel, aux patients et à leurs familles. Alors pour comprendre l'essentiel de l'hygiène des mains, il faut déjà comprendre la physiologie de la peau. Donc la peau, il y a une flore microbienne qui va être cutanée,
il y a deux types de fleurs microbiennes. La flore résidente, qui est saprophyte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas pathogène, c'est une flore endogène pour un sujet sain, qui a donc une faible virulence. Elle se trouve dans les couches superficielles de l'épiderme et profondes du derme, mais elle est très, très ancrée. Sa composition, elle est formée de bactéries aéro-anaérobies et de champignons, mais elle a un rôle essentiel, c'est-à-dire qu'elle va maintenir le pH de la peau par hydrolysation du sébum. C'est une barrière à l'implantation des germes parce que suite à l'hydrolysation du sébum, on va produire un produit bactéricide de la flore transitoire et elle a un rôle d'immunité parce qu'elle contient des immunoglobulines A qui va neutraliser les antigènes. Cette flore résidente, elle est exceptionnellement pathogène, sauf s'il y a une effraction cutanée. Et là, bien sûr, on peut laisser les micro-organismes que l'on porte à la surface rentrer, et même ces bactéries ou virus que l'on a en flore résidente, on peut les laisser entrer. Et également, elle est pathogène parfois pour les immunodéprimés. D'où l'importance de cette hygiène des mains. Deuxième flore que l'on porte, c'est la flore transitoire, comme son nom l'indique, elle est de passage, et c'est une flore qui est là pathogène, elle est surtout dans la couche superficielle, donc elle est peu ancrée, et elle est constituée de germes pathogènes, staphylocoques, streptocoques, piocyanniques, bactéries multirésistantes, et éventuellement, donc à l'heure actuelle, de Covid-19. Cette flore, elle est acquise au cours des activités de soins, et elle ne survit que peu de temps, en principe 2-3 heures, 3 heures pour les bactéries à gram négatif. Elle est instable, autant on peut la ramasser, c'est-à-dire par des phénomènes mécaniques, quand on va toucher quelque chose, on va la prendre facilement sur ses mains, mais par ailleurs, elle va s'éliminer facilement puisqu'elle n'est pas ancrée et ainsi le lavage des mains va être efficace par action mécanique puisque ça va éliminer cette flore transitoire. Donc cette flore transitoire, elle est responsable des infections par transmission manuportée croisée. Les préalables à l'hygiène des mains. Déjà des ongles courts, ras, inférieurs à 1 mm, des ongles naturels, sans vernis. La peau des mains doit être intacte, ou si elle ne l'est pas, elle doit être protégée par un pansement étanche en cas de lésion, éventuellement par un port, enfin même pas éventuellement, par des ports de gants, on verra plus loin. Les avant-bras doivent être nus ou manches remontées jusqu'au coude, et là on verra, sauf dans les particularités, dans les précautions particulières. Et bien sûr, tolérance zéro, aucun bijou, ni bague, ni alliance, ni montre. Puisque on voit ici que si on met en culture des bagues, des bijoux, eh bien, il y a très rapidement des bactéries qui poussent en abondance. Les différentes méthodes d'hygiène des mains. Eh bien, nous avons tout d'abord la friction hydroalcoolique, puisqu'elle est reconnue supérieure en efficacité au lavage simple des mains, mais bien sûr, la friction hydroalcoolique, on verra ses indications, et le lavage aussi. Donc, les deux sont de toute façon efficaces. Il est donc fortement recommandé d'effectuer une friction hydroalcoolique en remplacement du lavage des mains au savon doux antiseptique en l'absence de souillure visible sur les mains. Bon, à ce jour, on trouve très peu de savon antiseptique dans les milieux de soins. Les différentes méthodes d'hygiène des mains vont avoir deux objectifs. D'abord, on va laver des mains sales, donc lavage de mains, et on va désinfecter par friction des mains contaminées par des micro-organismes. Les différences entre ces deux procédures, eh bien, la friction hydroalcoolique, elle va être efficace à 100% sur la flore transitoire, à 99,99 sur la flore résidente,
alors que le lavage des mains n'est efficace qu'à 50% sur la flore transitoire et pas efficace sur la flore résidente. Le temps de la friction est de 30 secondes. Le lavage des mains simple, il devrait être au moins d'1 minute. La tolérance, eh bien, elle est très bien, la friction hydroalcoolique, comme le lavage des mains est très bien toléré. Pour la friction hydroalcoolique, on a bien sûr des douleurs quand on va avoir des mains lésées, et il y a peu d'allergies reconnues, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. La toxicité de la friction alcoolique, il n'y en a pas. Ben, bien sûr, on va essayer d'éviter de donner des fractions de solution hydroalcoolique à des patients alcooliques dépendants, parce qu'ils risquent de le boire, c'est tout. Et il n'y a pas de toxicité du tout pour le lavage simple. Les indications de la friction, tout soin, le lavage simple, eh bien, c'est pour les activités de la vie quotidienne et en cas de main souillée. La contre-indication pour la friction hydroalcoolique, ce sont les infections à bactéries sporulées, et notamment le Clostridium difficile, l'utilisation sur les parasites, par exemple sur le sarcope de scabille de la gale, parce que ça ne marche pas, et sur des mains souillées ou humides, parce que les substances interférantes vont enfermer les microbactéries et la solution ne pourra pas pénétrer ces substances interférantes et n'aura pas d'efficacité. Et puis ensuite, ben, bien sûr, sur les mains lésées, puisque ça fait mal, sauf si elles sont protégées. Donc le lavage simple des mains, je rappelle, l'objectif est d'éliminer les salissures, donc les substances interférantes, et réduire la flore transitoire par action mécanique. Alors, je vais vous présenter une vidéo pour montrer les 10 étapes du lavage des mains. Suivre les 10 étapes du lavage des mains. Respecter un temps minimum de 30 secondes. 1. Mouiller les mains avec de l'eau propre. 2. Appliquer du savon sur toute la surface de la main. 3. Se frotter la paume des mains soigneusement. 4. Frotter la paume de chaque main avec le côté extérieur de la seconde main. 5. Frotter les faces des doigts entrecroisés. 6. Se frotter soigneusement le côté extérieur des doigts avec la paume de l'autre main. 7. Frotter chaque pouce à l'intérieur de la paume opposée. 8. Frotter chaque bout de doigt de manière circulaire à l'intérieur de la paume opposée. 9. Rincer correctement les mains. 10. Laisser les mains devenir sèches avant tout contact. Trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé. Avec du savon. Retirez les billes. Donc vous voyez, ce qui est important, c'est qu'il faut bien frictionner même quand on va faire le rinçage. Ensuite, on utilise eh bien, un papier à usage unique que l'on va jeter dans la poubelle sans toucher la poubelle. Alors maintenant, parlons de la friction hydroalcoolique avec donc des produits hydroalcooliques. Elle élimine la flore transitoire à 100% et 99,99% de la flore résidente superficielle. Donc on garde quand même la protection de la peau par encore une partie de cette flore résidente. Alors par qui doit être utilisée? Eh bien déjà par tous les professionnels de santé, par les prestataires externes aux structures, par exemple des appareilleurs qui viennent, à toutes les professions, que ce soit l'ASH, que ce soit une assistante sociale, dès qu'on participe à des soins, pour les patients, ce geste peut être utile et notamment en rééducation, on peut demander aux patients d'utiliser les frictions alcooliques, sauf s'il y a une contre-indication bien sûr, et dans les structures de collectivité qui accueillent aussi des enfants, mais attention, l'utilisation est déconseillée pour les enfants de moins de 5 ans. Donc, à l'hôpital ou en structure de soins, il est fortement recommandé d'effectuer une friction hydroalcoolique immédiatement avant tout contact direct avec un patient, immédiatement avant tout soin propre ou tout acte invasif ou entre un soin contaminant et un soin propre ou un acte invasif chez un même patient, après tout contact avec des liquides biologiques immédiatement après avoir retiré des gants. Par exemple, si on fait expectorer des malades et qu'on a touché
le mouchoir dans lequel il y a l'expectoration, il faut bien, après le retrait des gants, se faire une friction hydroalcoolique. Après le dernier contact direct ou soin auprès d'un patient, donc avant de quitter une chambre par exemple, après contact avec l'environnement immédiat du patient, le lit, la table, le matériel qu'il a utilisé. Et nous verrons que dans le cadre des précautions standards, le fait d'entrer dans la chambre d'un patient ne constitue pas lui seul une indication à la réalisation d'une friction ou d'un lavage des mains. Les produits sont des produits qui répondent à des normes AFNOR. Ce sont des solutions, des gels ou des mousses qui vont être constitués bien sûr d'alcool, parfois d'antiseptiques et surtout d'un émollient qui va permettre de protéger vos mains. Il est conseillé de choisir, quand on va utiliser des gants à usage unique sans latex et non poudrés, parce que la poudre laisserait une substance interférente qui empêcherait la solution hydroalcoolique d'être efficace après le port de gants. Donc on doit faire une friction avant et après le retrait avant la pose du gant et après son retrait. En aucun cas, il ne faut décontaminer des gants avec une solution hydroalcoolique, ça abîme et ça rend poreux le gant. Alors les préalables à la friction hydroalcoolique sont les mêmes déjà que pour le lavage de mains, pas de bijoux, pas de montre, les ongles courts, etc. Mais l'utilisation doit se faire sur des mains sèches, parce que si elles sont humides, on va diluer l'alcool et ce sera moins efficace. Sur des mains visuellement propres, vous avez compris, pour pas qu'il y ait de solution interférente et qu'il y ait une efficacité. Et jamais après un contact avec un germe sporulé ou un parasite. À ce moment-là, on effectue déjà un lavage des mains au retrait des gants, ou même si on n'a pas porté de gants. Et puis ensuite, on va faire, après un séchage qui est correct, une friction hydroalcoolique. Alors comment ? Eh bien, on met le produit dans le creux de la main et puis on procède aux mêmes étapes que pour le lavage que l'on a vu dans le film précédent. Donc les paumes, les espaces interdigitaux, les parties externes des doigts, les bouts des doigts, les pouces et les poignets. Alors cette friction hydroalcoolique, elle est très importante et elle constitue un indicateur de la bonne application des mesures dans les établissements de santé, puisqu'elle fait partie d'un indicateur. La consommation en litres de produits alcooliques est un indicateur de bonne application des mesures d'hygiène dans les établissements. Et bon, ce n'est pas l'objet aujourd'hui de parler de cela. Donc, je vous rappelle, hygiène des mains plus en cette période de Covid-19, friction hydroalcoolique, lavage des mains, et là on ne va pas parler de 30 secondes comme dans le film, mais d'1 minute en milieu hospitalier, et surtout ne pas porter ses mains au visage comme malheureusement je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, je vous remercie.